Salut toi! Pour ce récit, j'ai sorti ma plus belle coiffure. Bah oui, je suis libre, non? Libre de mon physique, libre de ma façon de penser, libre de mes choix. Mais justement, sommes-nous vraiment libres? Libres de choisir ce qu'on veut, libres de vivre ou de mourir, libres de faire ce qu'on veut de notre corps, notre esprit, mais même si ça dérange, même si ça dégoûte, le libre arbitre, ce truc qu'on brandit comme si c'était sacré. Mais il va jusqu'où exactement? Aujourd'hui, tu vas découvrir l'affaire de Rothenborg. Deux hommes, un fantasme, un pacte. Une mise à mort consentie. Mais toi, t'es libre de t'abonner. Bah vas-y, active la cloche, t'es là. Autant le faire. C'est fait? T'es abonné? Nickel. Ah oui, tiens, une dernière chose. Toi, tu aurais dit oui. Ich wollte nicht töten, nur nicht allein sein. Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc bien de chez nous. Parce que, bon, les Américains et leurs serial killers, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, ok, et nous alors? On a le nôtre, un spécimen en Allemagne. Un cas unique au monde. Une histoire où le meurtrier a demandé la permission et où la victime a dit oui, je le veux. Un récit dérangeant, authentique, qui brouille les frontières entre le crime, fantasme, pathologie et libre arbitre. L'histoire d'un homme, connu dans les médias, sous un nom qu'on n'oublie pas, le cannibale de Rothenberg. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette affaire. Nous parlerons d'abord de l'homme derrière le mythe, de son enfance et de son quotidien. Puis, nous tenterons de comprendre qui était la victime, ce qu'il recherchait, ce qu'il espérait. Ensuite, nous détaillerons les faits, les événements tels qu'ils se sont passés, sans filtre, mais avec précision. À partir de là, nous analyserons les réactions, le procès, les questions juridiques et la morale que cette affaire soulève. Enfin, nous terminerons sur une conclusion ouverte, afin d'élargir la réflexion sur le cannibalisme de la nuit des temps à aujourd'hui. On ne cherche pas à choquer pour choquer. On veut comprendre, creuser, déranger parfois, parce que, au fond, ce qu'on va explorer ici, c'est le cœur d'une illusion moderne, celle de la liberté absolue. On se croit libre, libre de nos actes, de nos pensées, de nos choix, mais dès qu'on gratte un peu cette liberté, elle s'effrite, s'écrase sur les limites de la loi, de la morale, du regard des autres et de nous-mêmes. Et dans cette affaire, la liberté est au cœur de tout. Une liberté si totale qu'elle devient autodestructrice. Une liberté réclamée pour être mangée. Oui, c'est absurde, c'est choquant, inimaginable, mais réel. Et justement, même si on pense avoir tout compris, tout analysé, on ne sait en réalité pas grand-chose. Et c'est cette ignorance, ce vertige qui rend ce genre d'histoire à la fois terrifiante et fascinante. Armin Meiwes naît le 1er décembre 1961 à Essen, en Allemagne de l'Ouest. Enfant unique d'un troisième mariage,
il grandit à Rothenburg an der Fulda, une petite ville calme et traditionnelle. Là-bas, il vit avec sa mère. Quant à son père Dieter ou Gustav Meiwes, suivant les sources, un policier ainsi que ses deux demi-frères Wolfgang et Ingbert, issus du premier mariage de Waltraud, l'abandonnent lui et sa mère. Très autoritaire, sa mère fait de son fils son souffre-douleur, l'isolant du monde extérieur et façonnant chez lui une personnalité introvertie, passive et dépendante. Armin, pour combler ce vide affectif, s'invente un compagnon imaginaire nommé Frankie. Il l'imagine grand, blond, protecteur, fort, l'exact opposé de ce qu'il vit au quotidien. C'est dans ce monde intérieur qu'Armin se construit, avec pour seul repère affectif une figure qu'il contrôle et idéalise. À l'adolescence, il prend conscience de son homosexualité, mais ne la vit pas ouvertement. Elle se mêle à des fantasmes naissants de domination, de soumission, de mutilation. Une sexualité clandestine, façonnée dans le silence, qui glisse lentement vers l'extrême sans jamais trouver d'espace pour s'exprimer autrement que dans l'imaginaire. Armin devient informaticien, travaille chez Siemens, puis revient vivre dans la maison familiale après la mort de sa mère. Une maison froide, désertée, figée dans le passé. Il continue à vivre seul, jusqu'au jour où il décide de publier une annonce sur un forum cannibale du Dark Web, intitulé The Cannibal Café. Il ne cherche pas à tuer. Il cherche quelqu'un qui accepterait d'être mangé. Ok, pause. Jusqu'ici, tout semble sortir d'un roman de science-fiction, d'un film d'horreur psychologique, et pourtant, tout est réel. Alors, qu'est-ce qu'on doit y penser? Est-ce qu'on parle d'un monstre, d'un fou, d'un enfant abandonné par la vie qui a grandi dans le silence avec une obsession maladive? Ce qu'on sait, c'est que la solitude extrême et la pression maternelle ont façonné un esprit fragile. Et ce qu'on doit affronter ici, sans détour, c'est cette idée dérangeante. Dans ce cocon figé, une pulsion a germé, un besoin déviant, de fusion absolue. Pas seulement tuer, non, mais posséder l'autre jusqu'à l'absorption, jusqu'à l'annulation totale de sa singularité. Le manger littéralement pour qu'il ne parte jamais. C'est une vision archaïque brutale, mais pas nouvelle. Certaines cultures anciennes, notamment en Mélanésie, chez les Aztèques ou en tribus d'Afrique centrale, pratiquaient un cannibalisme rituel. Convaincus que manger un ennemi, un chef ou un être aimé permettait d'intégrer sa force, sa mémoire et son essence. Le cannibalisme n'était pas uniquement acte de barbarie, mais transmission, pouvoir, domination spirituelle. Chez Armin, ce raisonnement antique semble avoir réémergé, filtré à travers la modernité. Il ne cherche pas à choquer pour choquer, ni même transgresser ouvertement. Il formule une demande, posément. Et dans ce geste, on ne peut pas parler de pure perversion, car personne n'était obligé de répondre. Ce qui dérange justement, c'est l'absence de cette contrainte apparente. Il propose, l'autre accepte, et tout s'organise. Ce n'est pas une frénésie, ni l'instinct brutal, c'est la lente construction d'une logique intérieure qui suit son cours avec une régularité glaçante. Et c'est cette cohérence calme qui donne au tout son poids terrifiant. Et là, l'histoire bascule. Pourquoi? Parce qu'au lieu de provoquer le rejet ou l'indignation, quelqu'un répond. Une question devient une action. Une idée devient un destin commun. Et personne n'est forcé. C'est ce qui rend tout ça encore plus glaçant. Bernd Brande, né en 1958 à Berlin, est un homme cultivé, ingénieur en informatique. Derrière son apparente normalité, un bon poste chez Siemens, une vie stable, se cache un mal-être profond. Il grandit dans une famille aisée, mais marquée par le drame. Sa mère meurt dans un accident alors qu'il est encore jeune, probablement un suicide dissimulé. Son père ne lui révélera jamais la vérité, instaurant un silence pesant sur ses origines affectives. Élevé par des nourrices, puis confronté à une belle-mère distante,
Bernd développe des troubles identitaires précoces. Brillant élève, passionné par les arts et la technologie, il compense par la performance scolaire, mais son rapport au corps, à l'amour et à la sexualité reste conflictuel. Dans sa vie adulte, il alterne relations hétérosexuelles et homosexuelles sans trouver de stabilité. En parallèle, ses fantasmes se radicalisent. Il fréquente des prostituées à qui il demande d'être mordu, dominé, voire mutilé. L'un d'eux témoignera plus tard qu'il lui aurait demandé de lui couper le sexe, ce qu'il a refusé. C'est dans ce contexte psychologique instable que Bernd découvre le forum Cannibal Café. Il y voit une opportunité non pas de mourir sans raison, mais de réaliser un fantasme extrême, disparaître totalement, en étant absorbé par un autre. Il ne fuit pas, il choisit, et il choisit Armin Meiwes. Sur le forum Cannibal Café, il utilise le pseudonyme Kaitor Narodinov. Il cherche depuis des années un homme capable de l'aider à réaliser son fantasme ultime, être dévoré vivant. Oui, il souhaite être mangé. Il en fait une quête existentielle, une forme d'effacement de soi absolu. Il échange avec Armin pendant plusieurs semaines. Avec une détermination glaçante, il accepte tout. Il veut aller jusqu'au bout. Deux ingénieurs informaticiens, tous deux cadres chez Siemens. Wow. Faut croire que les réunions là-bas devaient être plus intenses que prévu. Il fait pas bon y bosser apparemment. Bien, on entre ici dans une zone où la morale flanche et où, franchement, on a presque envie de rire. Jeune. Absurde. Parce que oui, aussi absurde que cela puisse paraître, il y a des gens qui veulent être mangés comme d'autres veulent manger. On est dans la réalité où le consentement et la mort se serrent la main, où le fantasme devient contrat et où la frontière morale explose en plein vol. On est dans le réel brut. La question est brutale. Est-ce que le consentement suffit à justifier l'acte? Est-ce que si quelqu'un dit « je veux mourir », alors on a le droit de l'aider à le faire? Et pire encore, si quelqu'un veut être mangé, est-ce que le fait de dire « je suis d'accord » transforme le monstre en compagnon? Ce genre de pacte, ça nous oblige à regarder l'humain autrement, à se demander si la liberté absolue sans limite ne mène pas parfois à la déshumanisation. Ce qui est dégoûtant ici, ce n'est pas seulement l'acte, c'est le fait qu'il a été voulu, organisé, presque ritualisé, et ça nous laisse un goût amer. Et en même temps, elle remet en cause notre perception du libre arbitre. Est-ce qu'on est vraiment libre de se faire du mal? Et l'autre est-il libre de répondre à cet acte sous prétexte qu'elle est acceptée? Et là, ça se complique parce que la loi, elle, ne tolère pas l'assassinat. Même avec un contrat signé, le suicide est légal. Mais aider quelqu'un à mourir, non. Et encore moins l'ingérer derrière. Mais sur le plan philosophique, sur le plan humain, est-ce qu'on est vraiment libre de disposer de notre propre corps comme on le veut? Alors quand Brandes dit « je veux être mangé pour exister autrement », pour ne pas disparaître totalement, est-ce qu'il ne reproduit pas inconsciemment ce mythe archaïque, détourné, déformé, mais reconnaissable? Il ne cherche pas à disparaître dans l'oubli, il veut, d'une certaine manière, vivre en l'autre. C'est un fantasme tordu, nourri par l'isolement, les forums et une perte totale de repères. Et c'est là que le libre arbitre devient un faux ami. Parce que si quelqu'un est suffisamment brisé pour désirer être mangé, est-ce vraiment un désir ou une fuite ultime? Et celui qui répond à cette demande, le fait-il par respect ou par opportunisme morbide? Ce qui était un pacte
devient peut-être une codépendance malsaine, où chacun nourrit l'ombre de l'autre, littéralement. On peut tourner ça dans tous les sens. Invoquer Freud, Nietzsche ou les lois tribales. À la fin, une personne est morte et l'autre l'a mangée. Et ça, même avec le consentement, c'est dur à digérer. Le 9 mars 2001, Bernd Brandes prend un train pour rejoindre Armin Meiwes à Rothenburg. Il quitte tout, prévient à peine ses proches. Lorsqu'il arrive dans la maison d'Armin, l'atmosphère est étrange, mais calme. Ils discutent, mangent ensemble, puis ils passent à l'acte. Brandes est consentant. Ils filment tout, avec une caméra posée sur trépied. Le premier acte. Devant une scène d'une telle violence, nous préférons diffuser une recette de cuisine. La mutilation volontaire du pénis de Brandes. Il souhaite qu'Armin le coupe pour ensuite le consommer ensemble. Ce moment est d'une lenteur insoutenable, marqué par des pauses, des hésitations, des douleurs atroces. Le pénis est cuit, assaisonné. Ils essaient de le manger. Mais rapidement, Brandes perd beaucoup de sang. Il devient délirant, faible, demande à Armin de l'achever. Celui-ci hésite, lui donne des somnifères, lit un livre, va réfléchir un moment. Puis, après des heures d'agonie, il finit par le tuer. Il l'éventre, l'accroche à un crochet, comme une bête de boucherie. Il découpe les morceaux, les congèle. Pendant plusieurs mois, il consommera environ 20 kilos de chair humaine. On touche ici au cœur de l'horreur. Mais aussi une vérité froide. Tout s'est passé avec une forme de méthode, presque un rituel. Rien n'a été fait dans la panique. Tout est lent, presque réfléchi. Et c'est là que la fascination devient insupportable, car on est loin du crime impulsif. On est dans la préméditation, mais la préméditation partagée. Un crime commis avec l'accord de la victime, est-ce encore un meurtre? Est-ce une forme de suicide assisté? La justice aura bien du mal à trancher, sans jeu de mots. Et pas uniquement parce que les faits sont atroces, mais parce que dans cette histoire, tout semble avoir été voulu, réfléchi, anticipé. C'est le consentement qui trouble tout. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas un meurtre ordinaire, c'est un contrat macabre entre deux individus au désir inavouable, mais exprimé clairement. Et c'est là qu'on retombe dans notre bonne vieille histoire de libre arbitre. Parce que si on accepte ce principe comme absolu, si on dit que chacun peut disposer librement de son corps, alors pourquoi se faire manger? Si l'un veut partir et que l'autre veut le garder, au point de l'absorber, où est la limite? C'est là que la justice se heurte à une absurdité philosophique. Peut-on vraiment être libre de renoncer à sa liberté? Peut-on consentir à sa propre déshumanisation? L'ironie, c'est que Meiwes, lui, a respecté les termes du contrat. Il ne l'a pas violé, torturé ou tué par surprise. Il a répondu à une demande. Et c'est ça qui glace. Car ça brouille la frontière entre victime et complice, entre bourreau et miroir. Et ça fait de ce procès un théâtre où, au fond, ce n'est pas le crime qu'on juge, mais le vertige de la liberté humaine elle-même. L'affaire éclate en décembre 2002, quand Armin Meiwes publie une nouvelle annonce. Cette fois, quelqu'un le signale. La police intervient, fouille la maison, trouve les bandes vidéo, les morceaux congelés. Armin coopère. Il avoue tout, sans détour. Le procès débute en 2004. La défense plaide le consentement. Il n'y a pas eu meurtre, dit-on, car la victime voulait mourir. Le débat juridique est énorme. Peut-on tuer quelqu'un qui le demande? Le cannibalisme, en soi, n'est pas interdit en Allemagne. Le tribunal hésite. Il est d'abord condamné à 8 ans et demi de prison,
Mais le verdict est annulé en appel. En 2006, un second procès le condamne à la perpétuité pour meurtre avec intention sexuelle. La société exige une peine exemplaire. La justice dans cette affaire est dépassée par la complexité morale. Elle tente de trancher là où rien n'est simple. Car au fond, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est une question de société. Jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté individuelle? Et surtout, est-ce que la folie commence à partir du moment où la société ne comprend plus ce qu'elle voit? Le jugement final est lourd, mais laisse un goût d'incertitude. Comme si la loi avait puni l'horreur, sans jamais réussir à en cerner les contours. Armin Meiwes purge aujourd'hui sa peine dans une prison allemande. Il s'est dit repenti, a donné plusieurs interviews. Il regrette, affirme vouloir prévenir les autres de ne pas sombrer dans les fantasmes extrêmes. Mais peut-on le croire? Peut-on croire quelqu'un qui a franchi cette ligne? Cette affaire reste unique, parce qu'elle met en lumière ce qu'on ose à peine imaginer, que parfois l'horreur se construit à deux, que parfois les monstres ont des visages ordinaires, des voix douces et qu'ils ne se cachent même pas. Et nous, que fait-on avec cette histoire? On l'écoute, on la juge, on la raconte, mais on ne peut pas la digérer. Elle nous confronte à nos limites, à nos contradictions. Le cannibalisme consenti, la mort désirée, le droit de posséder l'autre, c'est une faille dans notre humanité, un point aveugle, une question sans réponse. Le cannibalisme est aussi vieux que l'humanité. On le retrouve dans les rites anciens, dans certaines tribus, dans des cas de survie extrême. Il est partout dans les mythes. Les ogres, les dévoreurs, les sacrifices. Chez les Grecs, Cronos mangeait ses enfants. Dans les religions, manger le corps du Christ devient un acte symbolique. Le cannibalisme est à la fois un tabou ultime et la représentation culturelle universelle. Et si cette histoire nous fascinait autant, ce n'est peut-être pas uniquement parce qu'elle est atroce, c'est parce qu'elle nous parle de possession, de désir, de fusion absolue, de solitude aussi, d'une humanité qui perd ses repères et qui parfois tente de se rapprocher de l'autre en la dévorant. Nous avons tenté de comprendre, mais à la fin, restons honnêtes. Nous savons que nous ne savons rien et que peut-être c'est mieux ainsi.